Saudade. L'esquisse, ce sont les premières étapes et jets de nos projets futurs, ce qui nous représente malgré nous inspire et nous anime, les prémices des promesses que l'on se fait à soi-même. La saudade, c'est ce sentiment de mélancolie et de regret réaliste qui nous dirige pourtant à toute épreuve vers de l'espoir et l'idée d'un bonheur certain. Difficile à expliquer, peut-être une définition biaisée. Saudade, ce mot portugais définit une émotion qui peut sembler remplie de mystère pour nous non-lusophones, mais c'est aussi la démarche de cette émission, la compréhension d'autrui, un cheminement, un travail et les souvenirs, ce qui fait ce que l'on est. Esquisse et saudade, deux mots qui n'ont rien à voir, mais que l'on va essayer de se faire compléter au nom de l'inspiration. Sur ce podcast, moi, Jordan, j'essaierai de trouver des personnalités en train d'esquisser leurs projets afin de discuter de leur art et d'œuvres et histoires qui les représentent. Donc aujourd'hui dans le podcast, j'accueille un invité spécial, c'est mon ami depuis quelques temps, Fabrice. Voilà, Fabrice, est-ce que tu peux te présenter brièvement et dire peut-être comment on se connaît et pourquoi on a matché selon toi? C'est un vrai plaisir d'être là. D'abord, il faut vraiment que je le dise, je l'ai dit il y a quelques minutes de ça, off, mais le fait d'être là, avant que je me présente, je fais une petite introduction, mais le fait d'être là, ça m'a vraiment permis de m'arrêter un peu et de réfléchir un peu à comment est-ce que j'en suis arrivé là. Mais qui je suis? Je suis Fabrice, je suis récemment diplômé de droit, je commence donc ma carrière. J'ai 32 ans, je le précise, parce que je commence ma carrière un peu tardivement, et du coup je suis un peu sur cette lancée où la plupart de mes amis le sont depuis, on va dire presque 10 ans. Moi je commence à peine, donc un peu une lancée différente de mes pairs. Donc jeune juriste intéressé par plein de choses différentes. En ce moment, je suis très intéressé par les énergies renouvelables et j'aimerais faire une carrière dedans tout en étant juriste. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors avec toi, on s'est rencontrés en 2013 ou 2014, je ne me souviens pas. On avait des amis américains, une amie américaine en commun, ou des amis américains en commun. Et pour moi, tu étais un peu la porte d'entrée, c'est-à-dire sur la communauté internationale. C'est-à-dire que tu étais le Français qui parlait anglais, qui traînait avec beaucoup d'étrangers américains, turcs, portugais, espagnols, anglais. Et je venais d'arriver à Montpellier. Je venais aussi de terminer ou de me poser en France après avoir vécu de longues années ou quelques années plutôt à l'étranger, et donc tu étais un peu la porte d'entrée sur la possibilité pour moi d'être en France, mais de garder un peu un pied à l'étranger à travers les personnes que j'allais rencontrer en fait, et avec qui j'allais créer une communauté d'amis internationale. Donc voilà. Waouh, c'est super intéressant. En fait, j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, parce que moi aussi, de mon côté, c'était un peu le même ressenti que j'ai eu pour toi, quoi. C'était un coup de foudre réciproque, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, on a dû se rencontrer fin 2013 au Shakespeare, cet endroit à Montpellier où on avait fait un quiz, qui est un endroit où beaucoup d'internationaux se réunissent pour jouer ensemble, tout simplement, c'est un lieu très social, en fait, le Shakespeare de Montpellier, et c'est vrai qu'on avait une amie en commun, même si moi-même, je ne savais pas où j'en étais dans ma vie. Je venais de finir ma licence, alors que toi, tu commençais à peine, et tu étais déjà un peu plus âgé que moi. Je pense qu'on a 3-4 ans de différence. 3 ans de différence. 3 ans de différence. Et tout jeune diplômé et en mode what now? Et j'avais beaucoup d'amis internationaux, mais j'avais vraiment envie de voyager à cette époque-là, parce que j'avais pas encore fait de grands sauts, on va dire, entre guillemets. Donc j'étais un peu le mec chelou qui traînait avec des étrangers, mais n'ayant pas voyagé lui-même, puisque je suis né à Montpellier, que j'y ai fait mes études. Donc en fait, grâce à toi et grâce à la rencontre des autres, ça m'a vraiment donné envie de passer le pas et de partir dans cette grande aventure. J'ai pensé que toi et moi, on pouvait parler effectivement de cette idée de
the travel bug, du virus du voyage. Et quand je dis virus, évidemment, je ne parle pas de la tourista. Vraiment, je pense qu'on a été touché par ce virus, mais pourquoi en fait, genre pourquoi est-ce qu'on a besoin de voyager et qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager, notamment toi, au départ, avant de peut-être faire des études? Alors, pour moi, c'est assez particulier dans le sens où, je vais faire un peu un flashback, mais si je peux parler un peu quelques minutes de mon enfance, j'étais le genre on va dire, d'élève ou de gamin qui était très casanier. Je restais beaucoup à la maison, j'étais très académique, c'est-à-dire que j'adorais lire. C'est toujours le cas, mais j'adorais vraiment lire. Rester à la maison, j'avais énormément d'imagination. Comparé à mes frères qui, eux, adoraient faire pas mal de sport, adoraient faire plutôt pas mal de choses à droite à gauche. Moi, j'avais le nez dans les bouquins. Et du coup, c'est comme ça que on va dire, mon enfance s'est déroulée. Et je pense que je donnais l'impression, et je me donnais l'impression aussi, que j'avais pas forcément l'envie de bouger plus tard, quelques années plus tard. Au final, donc j'ai eu un parcours un peu scolaire académique. Pas forcément le premier de la classe, mais j'étais vraiment dans ceux qui se faisaient plaisir à l'école, qui adoraient vraiment l'école, collège, lycée. À la fin du lycée, donc je passe mon bac au mois de juin, et c'est arrivé vraiment soudainement, je me sentais vraiment pas prêt à aller à la fac. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je savais que je voulais aller à la fac. À l'époque, je voulais aller à Sciences Po. Sciences Po Grenoble. Je suis grenoblois, Verta comme coréen. Je suis du Vercors. Et donc, je passais le concours pour aller à Sciences Po. Encore une fois, quelqu'un de très académique, c'est-à-dire que je pensais et je considérais vraiment que pour moi, qui n'était pas vraiment doué de mes 10 doigts, qui n'était pas vraiment sportif, qui n'était pas vraiment le genre de personne qui va dehors, qui fait des activités à l'extérieur, je pensais vraiment que mon salut serait des longues études, un métier vraiment pas tranquille, mais un métier intellectuel. Et ensuite, pour les jeunesses, c'est comme ça que je me fais de l'argent, c'est comme ça que je vis, je gagne ma vie. Donc voilà, donc fin du lycée, je me rends compte que je suis pas prêt pour aller à la fac, pour faire de longues études. Et même si j'avais travaillé tous les étés pour me mettre de l'argent de côté, j'avais déjà trouvé mon appartement, je m'étais préparé, mais au final, au dernier moment, je me sens pas prêt. Et là, je me dis, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est sincèrement, est-ce que c'est réel, cette envie de pas vraiment avancer? Et là, je me dis, peut-être que je devrais aller à l'étranger. Peut-être que je devrais, sous couvert de vouloir améliorer mon anglais, histoire que ça passe mieux auprès de mes parents, peut-être que je devrais un peu aller explorer, voir ce qu'il y a d'autre avant de commencer la fac. Et à cette époque-là, je voulais juste partir genre pour 1 an, améliorer un peu mon anglais et on va dire commencer la fac 1 an plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, après, je pense que c'est une angoisse légitime, tu sais, c'est ce genre de choses, on te met un petit peu la pression quand tu es au collège ou au lycée de ton avenir, à absolument trouver une filière, absolument trouver voilà, quelque chose à faire, malgré que toi-même tu sens que voilà, tu as un potentiel, on n'est pas non plus largué durant nos études au collège et au lycée, mais on se sent pas représenté. Moi, je me sentais pas représenté en tout cas. Ouais. Et au moment où j'ai 17 ans, que j'ai passé mon bac, puisque je suis né en fin d'année, donc j'ai passé mon bac à 17 ans, je me suis dit un peu pareil que toi. Qu'est-ce que je fais Et vraiment, moi, mon salut, ça a été les études d'art, puisque j'ai fait des études de cinéma. Et je me donnais en quelque sorte bonne conscience en faisant des études de langue également, un peu comme toi, en partant à l'étranger, en apprenant des langues. Mais si on est honnête, j'ai quitté les études de langue assez rapidement parce que l'art me rendait heureux, hein, tout simplement. Il y avait en quelque sorte un champ des possibles vraiment très intéressant à travers l'art. Et du coup, ce qui fait que maintenant, peut-être aujourd'hui, je me sens un peu perdu puisque j'ai un diplôme un peu bateau, soyons honnêtes. Parce que dans ce monde-là, si tu fais pas des projets personnels et que tu les défends pas corps et âme toute ta vie,
ça risque d'être compliqué de te faire vraiment une place. Mais en soi, je pense que je ne regrette pas parce que c'est ma passion avant Ouais. tout. Mais je pense que j'aimerais faire autre chose pour gagner ma croûte, tout Ouais. simplement, le gagne-pain. Donc, C'est marrant parce que c'est comme ça que je te voyais quand on s'est rencontrés, c'est encore comme ça que je te vois, c'est-à-dire, comparé à moi, t'es clairement un créatif, et en fait, je te voyais comme une personne ou je te vois comme une personne dont la créativité, ça nourrit vraiment ta vie, et en même temps, c'est ta vie et c'est tes expériences qui nourrissent en fait tes projets créatifs. C'est un peu comme un cercle, et je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, moi, vraiment pas créatif pour dessous, et à chaque fois qu'on se parle, tu me parles de des projets futurs plus ou moins lointains, et ça émane toujours de ta créativité, ça émane forcément toujours de tes talents créatifs aussi, de ce que tu es capable d'accomplir avec tes mains, mais aussi avec ton cerveau, et je trouve ça à chaque fois ouais, vraiment incroyable. Je peux comprendre que tu aies un peu ces doutes, etc., mais vu de l'extérieur, euh, il y a toujours cette impression que tu as des projets complètement hyper intéressants, hyper, pour moi, foreign, tu vois, auxquels je penserais même pas. Et je trouve ça hyper intéressant qu'en même temps, tu aies un peu ces doutes forcément par rapport à ce que tu veux faire, ce que tu vas faire plus tard. C'est cool. après, il y a toujours cette notion d'insécurité, Ouais. évidemment, bon, parce que quand on est artiste, évidemment, tu fais ça d'abord pour toi-même et ensuite pour les autres, mais tu te nourris de ton insécurité, tu le transformes en imagination, tout ça. Mais après, l'insécurité, toi aussi, je pense que Ouais, tu bien es sûr. clairement touché par cette chose-là. Ouais. Est-ce que, du coup, comme tu le disais, tu étais plutôt académique et tu te Ouais. disais, j'ai plutôt envie de découvrir autre chose en allant voyager. C'est une part d'insécurité aussi, peut-être, que Ouais. tu as essayé de renfouer en quelque sorte. En fait, je sais pas vraiment. Je pense que c'était même, je pense que j'ai pris un peu le cheminement inverse. C'est-à-dire que vraiment, pour la petite histoire, mes parents se sont séparés, je devais avoir genre 10 ans. Je suis allé vivre chez ma mère, avec ma mère, et donc, on vivait une vie qui était vraiment très pauvre, pas vraiment hyper, hyper pauvre, mais on vivait dans un HLM. Ma mère, elle avait été, comment dire, femme au foyer, on va dire une bonne partie de sa vie de femme mariée. Et là, elle se retrouve à devoir s'occuper de 2 enfants, donc mon frère et moi, et donc de devoir travailler. Et elle est devenue aide-soignante par la force des choses. Avant ça, elle était serveuse dans un restaurant. Ce que je veux dire, c'est que très tôt, à partir du moment où mes parents se sont séparés, pour moi, c'était un peu la fin de l'innocence, c'est la fin de l'abondance. Dans le sens où, non, non, dans le sens où je me suis rendu compte que il fallait que je me suis rendu compte que la vie pouvait potentiellement très rapidement devenir difficile, et du coup qu'il fallait toujours être préparé d'une manière ou d'une autre. Du fait du monde dans lequel on vit, je me suis dit qu'une sécurité financière, pour moi, ce serait mon salut. Et du coup, ma peur, c'était l'insécurité financière. Vraiment, quand j'étais gamin, collège, lycée. C'est pour ça que quand j'ai commencé le lycée, j'étais en âge de travailler, que je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir quitter la maison ou le HLM familial pour ensuite aller à la fac. J'habitais à 30 km de Grenoble et je devais aller à la fac à Grenoble. Donc seulement 30 km, pour moi, c'était vraiment un peu comme si c'était le bout du monde, quoi. Il fallait vraiment être préparé. J'allais vivre j'allais voler de mes propres ailes et vivre de mes propres moyens. Donc je me suis préparé en travaillant toutes les vacances, tous les week-ends, en ayant des bonnes notes, etc. J'avais cette peur de manquer, alors qu'à cette époque-là, même si on vivait de manière un peu, on n'avait pas grand-chose, ma mère et mon frère et moi, j'avais quand même cette peur de manquer de quelque chose quand Bien sûr. j'allais être tout seul. Et du coup, pour répondre à la question, quand je suis parti à l'étranger, donc encore une fois, pas de filet de sécurité, je pars encore plus loin avec encore moins de choses, juste mon sac à dos. C'était vraiment, je me l'explique pas dans le sens où c'était complètement différent de ce que j'étais censé faire. J'étais censé aller à la fac, j'étais censé étudier, j'étais censé trouver un travail ensuite après avoir étudié, pour ensuite avoir un train de vie normal, pour ensuite, là par contre, combler mon insécurité financière, alors que j'ai fait complètement l'inverse. Je suis parti à l'étranger. Certes, j'ai travaillé, et je vivais pas vraiment à la route, c'est-à-dire que je j'allais pas voyager sac à dos quoi. Enfin si, je le faisais, mais je travaillais à l'étranger pour ensuite me payer mes voyages
pour ensuite aller dans un autre endroit pour trouver un travail, etc. Mais ouais, on va dire un cheminement complètement inverse, plutôt que d'essayer comment dire, de réparer ou de remédier à mon insécurité financière principalement. Je me suis éloigné de ça et j'ai fait quelque chose que je ne me sentais pas de faire au niveau de mon caractère, c'est-à-dire que je suis parti à l'étranger en roue libre, pas de filet de sécurité ou rien de tout ça. Donc je me suis surpris. C'est super intéressant, honnêtement. Bon, évidemment, je te connais depuis quelques temps maintenant, Ouais. donc, mais c'est toujours intéressant d'entendre genre les origines un peu voilà, de ces périples que tu as vécu. Donc, effectivement, une certaine insécurité concernant les finances. Ouais. Moi-même, je l'ai, hein, ce qui est absolument ridicule, puisque en soi, je suis de classe moyenne, on va dire, et que moi, j'ai travaillé toute ma vie, en fait, même quand j'étais à la fac. À partir de 18 ans, j'ai travaillé. Et maintenant, j'ai beaucoup en banque, quoi, beaucoup plus que des personnes de mon âge, alors que en soi, j'ai un diplôme un peu bateau et que, en vérité, sur le papier, ça fait pas rêver ma situation, mais j'ai aussi plein de talents et j'espère pouvoir combler ça un jour, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et puis forcément, c'est une situation qui te convient à toi. Je pense qu'on a chacun, on a l'impression qu'on a une espèce de chemin de vie qui est censé ressembler au chemin de vie des autres. Comme tu disais, si jamais tu as un cursus artistique, tu es censé faire telle chose, telle chose, telle chose. Et au final, toi, tu as su faire quelque chose qui est complètement singulier dans le sens où ça t'appartient à toi. Et jusqu'à présent, encore une fois, vu de l'extérieur, mais tu as l'air de te plaire dans ce que tu fais, dans les petits boulots que tu fais, comme tu dis. Si on ramène ça à, on va dire, l'aspect financier, tu dis toi-même que tu manques de rien, donc a priori ça va. Tu t'es pas retrouvé à la rue de la même manière que moi, j'avais cette peur un peu de manquer de quelque chose. Et jusqu'à présent, je me suis jamais retrouvé à la rue en manquant de quoi que ce soit. Je me suis toujours un peu fait peur en me disant il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je me mette de l'argent de côté, etc. Jusqu'à présent, bah, tout s'est bien passé en fait. C'est un peu une peur, on va dire infondée, mais c'est comme ça. C'est plus fort que nous, je suppose. Oui, c'est clairement plus fort que nous. Mais oui, c'est comme ça, c'est juste comme ça. Il faut juste on essaie de faire attention, on est un peu économe aussi. Ouais. C'est la vie qu'on a décidé de mener, qu'on Ouais. a décidé voilà, C'est sûr qu'on est sobre, on n'est absolument pas des dépensiers, toi et moi, et ça correspond pas à notre caractère. On est des mecs sobres. Bah après, bon, ça m'est déjà arrivé de craquer et une fois j'ai acheté un rasoir 300 balles sur Amazon que j'ai rendu directement parce que je me disais que ça servait à rien finalement, Je me mais souviens de ça. C'était assez rigolo. T'avais l'impression de te faire plaisir en t'achetant quelque chose dont tu pensais que tu avais besoin, mais qui était genre super cher, et ensuite ton naturel est revenu, et je me rappelle de ce moment-là, c'était assez rigolo. aïe aïe aïe. Et j'ai failli faire la même, genre j'avais acheté genre une PS5 sur Amazon, genre en mode achat compulsif, Ouais. et je me suis dit mais Jordan, t'auras jamais le temps d'y jouer. C'est juste atroce en fait. Bon bref, tout ça pour dire que du coup tu es parti, tu as fait un peu le contraire de ce que tu vivais depuis des années, voilà, dans tes montagnes, dans les Alpes. Et tu es parti au Canada, tu as fait quoi, un PVT? J'ai fait un PVT à l'époque. À l'époque, ça c'est génial de me remémorer ça parce que je m'en remémore, je m'en souviens rarement. À l'époque, j'ai fait un PVT, donc c'était en 2010. J'ai passé mon bac en 2009, j'avais 19 ans. Toi, t'avais 17 ans, moi j'avais 19 ans. J'ai redoublé, qu'on se le dise. J'ai fait une première ES, je pensais que j'allais m'en sortir. Au final, pareil, mon naturel m'a rattrapé. Et j'ai fait une première L, et ensuite une terminale L. Bref, je divague. J'ai fait un PVT à l'époque, donc maintenant le PVT au Canada est hyper prisé, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de places, il y a que des milliers de places, mais toujours est-il que c'est une loterie, et donc c'est hyper prisé. À l'époque, c'était un peu moins prisé, mais c'était quand même un moment quand même assez stressant. Je me souviens que j'avais vraiment pris ma journée au travail. À l'époque, je travaillais dans un kebab. Je travaillais dans le seul kebab. Maître kebabier. J'étais maître kebabier. Encore une fois, je viens du Vercors, le massif du Vercors. Je viens d'un village station de ski. Et en 2009 à l'époque, un mec débarque
décide d'ouvrir un kebab, et c'était le seul kebab de Villard-de-Lans, là, le village d'où je viens, représente, et j'y travaillais. Toujours est-il que j'ai pris ma journée pour être sur mon ordinateur pour pouvoir, à la date d'ouverture des candidatures du PVT, en fait, y mettre mon dossier et rentrer mon dossier. Ouais. J'étais vraiment nerveux et au final, on me disait que ça prendrait potentiellement entre 4 et 8 semaines pour que mon dossier soit traité et pour qu'ensuite on me dise oui ou non, on vous donne un PVT, un permis vacances-travail d'1 an. Donc en gros, c'est pardon, pas un contrat de travail, un permis de travail d'1 an qui n'est pas rattaché à un employeur. C'est-à-dire que je peux partir pendant 1 an au Canada, travailler légalement pour n'importe quel employeur ici ou là. Et donc voilà. Je pense que j'ai eu ce PVT au bout de 3 jours, un truc comme ça, complètement Magnifique. dingue. Ouais, franchement, j'étais vraiment nerveux et ça s'est passé très rapidement. Et c'est là où je commence à me dire, ça commence à me rassurer dans le sens où je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire à mes parents que je veux pas aller à la fac, que je veux partir au Canada. Alors, d'un côté, mon père qui à l'époque travaillait à l'étranger. Il travaillait à l'époque à Dubaï, aux Émirats, pas Dubaï, à Abu Dhabi, enfin aux Émirats. Et donc c'était donc quelqu'un qui avait aussi fait de longues études sur le tard, qui était devenu vétérinaire, qui donc privilégiait les études à fond, mais qui en même temps se considérait un peu comme un baroudeur. Il avait fait énormément de voyages de plusieurs mois en Libye, en Guyane, en Australie. Il est vétérinaire spécialisé en reptiles, donc absolument fan de reptiles. Il partait dans des contrées un peu comme ça, un peu sauvages, pour aller chasser le reptile, pour aller un peu à la recherche d'espèces locales et pour voir un peu à quoi elles ressemblaient, prendre des photos, énormément de photos, etc. Et lui, quand je lui ai dit que je voulais partir au Canada, pour améliorer mon anglais, c'est lui qui était nerveux et qui au début m'a dit non et ensuite oui. C'est lui qui était nerveux à propos du fait que je devais partir, je devais quitter mes études, enfin ou pas, ne pas commencer mes études plutôt, et un peu quitter mon projet ou le mettre en suspens. Il était nerveux par rapport à ça et donc il a posé des limites. Ok, tu peux partir, mais seulement 6 mois. Et il faut que tu travailles là-bas, que tu bosses ton anglais vraiment. Ne va pas au Québec parce que là-bas on parle, on va dire une grande partie Bien sûr. de français. Donc va plutôt, si tu veux aller là-bas travailler, enfin bosser ton anglais, bosse ton anglais, travaille en anglais. Ma mère par contre, qui elle est camerounaise, donc venue en France au moment où elle a rencontré mon père au Cameroun, ils sont venus en France ensemble, où elle a passé, on va dire, la majorité de sa vie en France, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de son foyer, donc on va dire légèrement plus casanière et moins aventureuse. Au final, c'est elle qui m'a dit, ok, dès le début, elle m'a dit, ok, pas de souci, tu fais ça. Vraiment, elle m'a absolument, elle n'était pas inquiète pour moi, elle m'a pas vraiment posé de questions particulières. Elle m'a dit, ok, elle est plutôt dans du genre essaye les choses, teste les choses de toi-même et vois si ça te convient ou pas. Et donc, elle est différente de moi dans le sens où je suis un peu, pas un peu heureux, mais ouais, un peu heureux de la vie. C'est-à-dire que, encore une fois, à l'époque, je suis lycée, fac, travail, c'est ma lignée et il faut pas vraiment s'en écarter. J'ai cette peur en moi et donc j'ai du mal à me défaire. Je décide de partir à l'étranger, donc faire quelque chose de complètement différent. Ma mère me dit ok, pas de souci, et mon père me dit non, Mais ok, d'accord, peut-être, mais condition. ouais. Ouais, donc voilà, c'était un peu on va dire l'image, le tableau de l'époque. Du coup, tu te retrouves en Colombie-Britannique Ouais. directement. Ouais. Et comment ça se passe? Tu fais des petits boulots, ensuite tu pars un petit peu voyager. Bon, j'imagine que l'anglais, de toute façon, tu l'apprends au jour le jour. Je l'apprends au jour le jour. J'étais pas persuadé, mais je pensais que j'avais un bon niveau d'anglais. Parce qu'au collège et au lycée, j'étais bon en anglais, donc Bien je sûr. pensais que j'avais un bon niveau d'anglais. Je débarque en Colombie-Britannique, donc province du Canada, sur la côte ouest, à l'extrême côte ouest. J'avais déjà un boulot.
Il se trouve que au moment où je postulais donc de France pour mon PVT, je regardais un peu ce qu'il y avait. À l'époque, c'était en 2010, et donc il y avait les Jeux Olympiques d'hiver en Ouais. février 2010 qui allaient se faire à Vancouver. Donc, on va dire la ville hôte, c'était la ville hôtesse, c'était Vancouver. Et la station de ski hôtesse, c'était Whistler, une station complètement dingue. C'est une station un peu c'est la Courchevel du Canada, quoi. C'est riche, il y a énormément de gens qui veulent juste se faire voir dans des combinaisons hors de prix, à chausser des skis hors de prix, etc. C'est très poche, mais en même temps, c'est aussi la Mecque pour ceux qui font énormément de hors-piste, pour ceux qui font énormément de ski snowboard hors-piste, mais aussi l'été, du vélo, du VTT de descente, Ouais. à gros débattement, VTT freeride et tout. Mon frère Francis à l'époque était absolument fan de VTT, donc quand je lui ai dit que j'allais à Whistler, il m'a dit mais c'est génial, fais-le, franchement, ça a l'air dingue, etc. Je débarque en Colombie-Britannique, donc j'avais déjà trouvé un boulot de France, une entreprise australienne qui postulait, enfin qui cherchait plutôt des cleaners en fait, des nettoyeurs. Leur boulot ou leur speech quand ils ont voulu m'embaucher, c'était que eux, c'est une boîte australienne mais qui bosse surtout qui fait de la logistique de grands événements sportifs ou de grands événements Ouais. tout simplement. Donc ils font le nettoyage des de stades, ils font le nettoyage de Roland-Garros, ils font le nettoyage de grands concerts, de courses hippiques Ouais. en Grande-Bretagne, en Australie. Et là, ils ont chopé le contrat pour les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver et à Whistler. Et donc, moi, si je devais être engagé, je serais tout simplement nettoyeur ou je nettoie après les gens. Donc voilà. Bon, après, t'étais clairement prêt pour la galère, la vie de galère, quoi. C'est... Franchement, je pensais pas que j'étais prêt pour la vie de galère, donc je débarque au Canada, je chope ce boulot avant de partir. Au début, je pensais vraiment que c'était limite une arnaque, dans le sens où je décroche un boulot. Ouais, c'est ça. Je décroche un boulot avant de venir au Canada. Mon interlocutrice à l'époque était australienne. On se parle par email. Moi, avec mon anglais du lycée complètement pété, et c'est idiot, mais elle s'appelait Gabi. Et j'étais persuadé que Gabi, c'était le raccourci de Gabriel et que c'était un mec. Oui. Et donc, je la traitais en anglais comme si c'était un mec par email. Je débarque, elle m'en a vraiment pas tenu rigueur par email. Je débarque, je me rends compte que c'est une femme, je me rends compte qu'elle est australienne, je me rends compte qu'elle a un accent à couper au couteau que je comprends absolument pas. Je me rends compte que, en effet, je suis au Canada, je suis dépaysé, je suis vraiment dans le grand bain, et du coup, et je me rends compte aussi que oui, j'ai 19 ans et que la plupart des gens autour de moi, ils sont un peu plus âgés. Ils font la même chose que moi, parfois ils font des pauses, une pause au milieu de leur cursus universitaire, une pause avant de commencer leur cursus universitaire, mais moi, français, à l'époque 18-19 ans, je suis le seul français à faire ça et je suis un des plus jeunes et du coup, j'ai pas vraiment de personne quand je débarque à qui je peux un peu confier mes doutes ou que je peux un peu suivre. J'ai pas vraiment de mentor de galère en fait. Et ouais, en fait, j'étais prêt pour la vie de galère parce que le boulot que j'ai fait, il était donc d'une part encore une fois, boulot hyper modeste de nettoyeur où je nettoyais après les gens. Mais pour moi, c'était mon premier vrai boulot. Je rappelle qu'avant, j'avais des boulots étudiants, enfin des boulots en tant que lycéen, et que j'avais été skiman dans un magasin de location de ski à Villard-de-Lans, et que j'étais, comme tu disais, maître kebabier. Là, en l'occurrence, c'est absolument pas plus glorieux, mais je m'en fous parce que j'ai pas de diplôme, j'ai 19 ans, je suis au Canada, et je travaillais de nuit. Je travaillais au début de 21h jusqu'à 6h du matin, et ensuite, je travaillais tellement bien qu'on m'a proposé de bosser 12 heures par nuit, de 18h jusqu'à 6h du matin. Et pour moi, c'était vraiment, je vivais un rêve. Je bossais en anglais, je bossais pendant les Jeux Olympiques d'hiver, où je voyais des athlètes à longueur de nuit. Encore une fois, je venais donc d'une station de ski du Vercors, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée et quand j'étais au collège, les gens avec qui j'étais au collège et au lycée, c'était des athlètes, c'est-à-dire qu'ils avaient mon âge, et moi encore une fois j'étais plutôt casanier, plutôt bouboule, plutôt joufflu, j'adorais lire,
Mais mes potes, garçons et filles, c'était soit des athlètes eux-mêmes, soit des petits frères ou petites sœurs d'athlètes. C'est-à-dire que j'étais dans un collège sport-études et j'étais dans un lycée sport-études. Sport-études hockey, sport-études ski de fond, sport-études ski alpin, sport-études biathlon. C'est-à-dire que quand moi, à 18-19 ans, je me pointe à Vancouver ou à Whistler pour commencer ce boulot pendant les Jeux Olympiques d'hiver, quelques semaines plus tard, quand les Jeux Olympiques d'hiver commencent, je vois des copains à moi ou des grands frères ou grandes sœurs de copains à moi du collège et du lycée qui débarquent en tant qu'athlètes. Et on se revoit là-bas. On vient d'un petit village de 400 habitants et on débarque et on se retrouve là-bas. Franchement, c'était dingue. Encore une fois, je vivais un rêve. Là, par contre, à ce moment-là, j'oublie complètement que il y a quelques semaines ou quelques mois avant, j'étais au lycée et que actuellement, je suis censé être à Grenoble, assis sur les bancs de la fac, à gratter du papier. J'oublie complètement ça. Là, je suis dans un autre monde. Je suis en train de vivre ma vie à fond. Je sais absolument pas de quoi la semaine prochaine ou le mois prochain, de quoi il va être fait. Mais je vis vraiment la vie à fond. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable, c'est-à-dire lâcher la bride et vraiment juste vivre l'instant présent, quoi. Pas vivre au jour le jour, mais vraiment vivre l'instant présent. Et franchement, je kiffe à ce moment-là. C'est absolument magnifique, c'est absolument magnifique. Hi, I'm from Villard-de-Lans. I want to work in Whistler for the Olympic Games. Ouais, c'était vraiment Petit côté Nelson Montfort, peut-être, avec l'accent. C'était vraiment ça, mon Dieu. Et du coup, c'est absolument génial. Mais du coup, tu te retrouves en fait presque à la maison en ayant pris des risques. Ouais. Et au final, c'est drôle que le sport d'hiver soit un petit peu ton fil conducteur du début de ta vie de nomade, on va dire, à ce moment-là. C'est ça. Et comme tu m'as dit, mais juste après les Jeux Olympiques, du coup, il a fallu que tu trouves d'autres occupations. Et qu'est-ce qui a été vraiment tes piliers durant tout ton parcours en voyageant? Est-ce que tu as rencontré des personnes clés et qui t'ont poussé à rester un peu plus que 6 mois, parce que tu es resté plus que 6 mois finalement, je spoil absolument. un peu. Et raconte-moi ça et le cheminement qui t'a amené finalement peut-être à rentrer après tout ça. Alors oui, à l'époque, je suis censé rester 6 mois au Canada, donc le temps de bosser mon anglais, le temps de travailler, de mettre un peu l'argent dans mes poches et ensuite de pouvoir un peu voyager tranquille, voir un peu du pays. Je me souviens que j'avais donc acheté un billet où j'arrivais au Canada genre le 31 janvier 2010 et je devais revenir en France en juin, fin juin. Donc je devais arriver de France au Canada à Vancouver, côte ouest, et je devais repartir en France à partir de Montréal. Donc j'étais censé entre-temps travailler, mettre un peu d'argent dans mes poches, traverser le Canada, voir un peu du pays, ensuite à débarquer au Québec et ensuite repartir en France. Et forcément, à ce moment-là, je suis donc en train de bosser pendant les Jeux Olympiques, je kiffe, je gagne beaucoup d'argent, encore une fois un boulot simple, mais je travaille tellement d'heures et je dépense tellement peu d'argent que je gagne beaucoup d'argent de mon point de vue de mec qui sort du lycée 19 ans, quoi. Je dépense pas beaucoup d'argent à part à faire, pas vraiment la fête, mais juste à explorer et à kiffer la vie avec mes collègues australiens, américains, britanniques, français, italiens, chiléens et argentins et mexicains, coréens aussi. Mais à part ça, je fais pas grand chose à part kiffer la vie. Et je rencontre pas mal de Français qui ont envie un peu de voir, de visiter, d'aller à Vancouver et de voir du pays. Je rencontre également ma future compagne, Émilie, et c'est elle que j'accuse. J'accuse de m'avoir fait rester plus longtemps que 6 mois. Je suis resté avec plaisir. Forcément, j'étais amoureux. Donc c'est elle qui m'a, qui m'a fait, mais c'est vraiment de mon propre fait, qui m'a fait rester plus de 6 mois. Mais donc à cette époque-là, on se rencontre à Whistler. Elle, pareil, 6 ans de plus que moi. Elle revenait de Nouvelle-Zélande où elle avait vécu pendant un peu plus d'1 an.
Elle avait fait un cheminement similaire à moi, c'est-à-dire qu'elle avait terminé le lycée, elle avait fait quelques années de fac ou d'école de design, si je me souviens bien. C'était pas son truc, elle avait pas kiffé, c'était pas son truc, donc elle avait décidé de se barrer, d'aller en Australie pendant un peu plus d'1 an, et ensuite elle a commencé donc vivre en Australie pendant un peu plus d'1 an, ensuite Europe pendant un peu plus d'1 an aussi, ensuite Asie du Sud-Est pendant un peu plus d'1 an également, Nouvelle-Zélande pendant un peu plus d'1 an également. Donc elle, pareil, elle était un peu, elle m'impressionne encore, mais elle m'impressionne énormément à l'époque où j'étais jeune lycéen, 18-19 ans, je vois cette femme de 25 ans, hyper cool, sublime, et qui vit sa vie de manière, pas à la roots, mais vraiment qui était, en fait, qui vit sa vie de manière posée, mais en même temps, elle sait que dans 1 mois, elle se casse au Mexique. Je la rencontre à l'époque et je me dis, waouh, elle est hyper cool. Forcément, on a des sentiments qui se développent, donc j'ai envie de rester, j'ai envie de graviter autour d'elle. Mais donc les Jeux Olympiques se terminent, les Jeux Olympiques et ensuite les Jeux Paralympiques se terminent, et je rencontre des potes donc avec qui je travaille français, qui eux ont envie de partir donc de Whistler à Vancouver, de passer un peu de temps à Vancouver et potentiellement d'aller à Cuba. Donc je les suis. Je rencontre Émilie, je lui dis t'es trop belle, je suis fan de toi, mais j'ai aussi envie d'aller voir ce qui se passe à Vancouver. Voici mon numéro. Ah, au fait, je me barre à Cuba aussi. On se capte quand je reviens. Ouais. En même temps, je vis ma vie un peu donc à Vancouver avec des potes français, là encore une fois un peu plus âgés que moi, complètement différents de moi en termes de caractère. Eux, ils sont vraiment plus roots, ils sont carrément plus comment dire, ouais, ils vivent leur vie, ils sont nonchalants, ils kiffent leur vie vraiment. Et moi, je suis un peu plus, même encore une fois, où je kiffais vraiment ma vie, mais au fond de moi, je suis un peu plus psychorigide, un peu plus inquiet par rapport à l'avenir, parce que là, encore une fois, le rêve des Jeux Olympiques, où j'avais un peu les yeux ébahis 24/7, se termine un peu, donc je commence un peu à penser à l'avenir. Et donc je vis un peu cette vie avec eux où eux ils kiffent leur vie, ils s'en foutent de quoi demain sera fait, et ils me demandent si ça me tente de partir à Cuba. Et là je dis oui parce que à l'époque Cuba, île paradisiaque mais aussi île communiste avec un dictateur à sa tête, c'est notoirement difficile d'aller à Cuba à partir de l'Amérique du Nord. Les Américains, ils peuvent pas aller à Bien Cuba sûr. parce qu'embargo. Du coup, les Américains, comment ils font? Ils vont soit à partir du Mexique, soit à partir du Canada. Nous, on est déjà au Canada. Donc, on décide de partir à Cuba. On décide de partir à Cuba. Pardon, je parle beaucoup, mais j'ai une petite anecdote à propos de Cuba, si je peux la dire un peu. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, on part à Cuba. Euh, pour aller à Cuba, à ce moment-là, même pour des Canadiens, donc pour des non-américains, il faut faire un parcours un peu, c'est-à-dire les séjours tout compris. Donc tu achètes un package avec le séjour à l'hôtel, avec le vol, avec le transfert en navette, et donc on te file un visa de voyage. Enfin, Cuba te file un visa de voyage parce que Cuba sait que tu prends l'avion de telle ville du Canada, tel aéroport du Canada à tel aéroport à Cuba. Cuba sait que tu seras à tel moment en transfert de l'aéroport à tel hôtel. Cuba sait que tu seras à tel hôtel pendant tel moment, 1 semaine, 2 semaines ou quoi. On a vraiment l'impression que tu es en Corée du Nord, quoi. Ouais. Et franchement, je débarque à l'aéroport de, je sais plus quel aéroport c'était, je crois que c'était La Havane ou c'était Matanzas ou quoi. Déjà, je vois sur les murs de l'aéroport tous les Américains qui sont emprisonnés à Cuba, donc des grandes photos immenses. Et je vois aussi tous les Cubains, franchement, tous les Cubains qui sont emprisonnés aux États-Unis. Et je vois que en espagnol, c'est marqué « À tous nos martyrs cubains emprisonnés par l'ennemi américain ». Donc, encore une fois, à l'époque 2010, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de tension. C'est pas comme s'il y avait des missiles pointés en direction des États-Unis et des missiles pointés en direction de Cuba. Mais quand même, encore une fois, c'est un monde que je connais pas trop parce que j'avais pas vraiment voyagé à l'époque. Je me rends compte que c'est comme ça. Je débarque à Cuba au bout d'1 semaine avec mon pote, dédicace à Cédric, avec mon pote Cédric de Montauban. On est dans notre hôtel, donc tout all inclusive, tout inclus. On se rend compte qu'il y a énormément d'Américains, énormément de Canadiens dans cet hôtel. C'est open bar,
hamburgers et ses frites et ses poulet frit qui est vendu qui est donné en fait à ceux qui séjournent à l'hôtel. Donc c'est pas hyper intéressant. T'as des excursions qui durent quelques heures où tu prends le bus devant l'hôtel, tu vas visiter, je sais pas, une fabrique de cigares et ensuite tu reviens. Et c'est vraiment ça. Le soir, les touristes se bourrent la gueule avec les employés de l'hôtel, c'est pas hyper intéressant. Et là, on décide avec Cédric de se barrer de l'hôtel et donc de quitter le cadre de l'hôtel et d'aller un peu explorer de nous-mêmes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'un soir, après nous être rendu compte, je pense qu'on est resté là peut-être 2 nuits ou 3 nuits à ce moment-là, et on était là pour 2 semaines. On se rend compte au bout de la 3e nuit que les 3 nuits se sont ressemblés dans le sens où le soir, c'était un peu open bar, où les touristes se bourraient la gueule entre eux. Les employés de l'hôtel et du bar, pareil, se bourraient la gueule avec les touristes, donc pas hyper intéressant. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, on quitte nos chambres avec un sac à dos seulement pour quelques jours de voyage. On descend à 22h, 23h, on se pose dans le lobby de l'hôtel. On attend quelques heures, le temps que le réceptionniste boit un peu et aille aller draguer au bar les touristes russes ou les touristes américains. Et ce qui est exactement ce qui se passe. Et sachant qu'il y avait un garde armé dans l'hôtel. C'est-à-dire que la sécurité, le mec de la sécurité, c'était un mec avec un espèce de vieux Uzi, avec des Rangers, absolument sympa, mais aussi, tu savais que le soir, il fallait pas quitter ton hôtel, ou la journée, il fallait pas quitter ton hôtel, sauf si tu montais dans un bus pour faire une excursion. Lui aussi, il allait chiner une petite touriste russe à l'époque. Et donc avec Cédric, on prend nos sacs, on se barre, on prend un bus local et on se dirige vers la plus grande ville qui est Matanzas. On kiffe nos vies pendant quelques jours, le temps que notre séjour se termine à Cuba. On vit vraiment, on fait du Airbnb, pas du Airbnb, pardon, du couchsurfing. Je sais pas si tu te souviens du couchsurfing à l'époque, qui se faisait aussi à Cuba, mais un peu en soum-soum, parce qu'encore une fois, dictature. Et donc on fait ça, et moi, avec mon teint un peu bronzé, je peux passer pour un Cubain, même si je parle absolument pas espagnol, mais voilà. Sur un malentendu. Voilà, sur un malentendu, ça peut passer, donc on n'attire pas vraiment l'attention, et on vit vraiment comme des backpackers, j'allais dire pas comme des locaux, parce qu'encore une fois on est touristes, mais plutôt comme des backpackers, plutôt que des touristes qui séjournent l'hôtel. Et ensuite, donc on vit cette vie-là, et là on se demande comment est-ce qu'on va retourner à l'hôtel sans que les gens se rendent compte qu'on est parti. Et ben tout simplement, pareil, on attend la nuit où on prend un bus, on se pointe devant l'hôtel, on sait que comme c'est le soir, pareil, employés du bar et les réceptionnistes sont occupés à boire et à faire la fête avec les touristes de l'hôtel. On rentre tranquillement, on remonte dans nos chambres. Et le lendemain matin, on se lève, on va prendre le petit déjeuner, nos sacs sont prêts, on monte dans le bus qui va nous transférer à l'aéroport et on repart à l'aéroport. Voilà. C'était complètement dingue. Super intéressant, anecdote. Toi, t'en as toujours vraiment des formidables des anecdotes comme ça. J'adore les écouter. En plus, t'as mentionné Couchsurfing, qui était une méthode de voyage vraiment très populaire entre 2010 et 2015, on va dire. Et après, malheureusement, bon, ça s'est un peu dégradé parce que beaucoup de gens en ont abusé. Ouais. Et aussi parce que c'est devenu payant. Parce que c'est devenu payant, mais je pense que l'un est allé avec l'autre. Notamment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était presque une application de rencontre également. Et moi, la preuve, j'en ai fait les frais, puisque j'avais un mec qui voulait me pécho en m'invitant chez lui. Donc j'ai été une victime malheureuse de l'application, ce qui est assez triste. Mais bon, quand même des bons souvenirs sur Couchsurfing. C'était un peu l'époque de l'innocence du backpacking, presque. C'était vraiment génial. C'est-à-dire que des gens qui ne nous connaissaient pas, à part le fait qu'on a un profil vérifié, ils ne nous connaissaient pas. Et en fait, ils nous accueillaient chez eux pour une nuit ou pour plusieurs nuits. Et ensuite, ils nous faisaient visiter la ville où ils habitaient. Et franchement, c'était dingue. Bien sûr. Je l'ai utilisé au Canada, je l'ai utilisé au Mexique, je l'ai utilisé au Costa Rica, je l'ai utilisé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie également, en France aussi.
Et franchement, c'était dingue. À chaque fois, c'était des expériences. Franchement, je touche du bois parce que j'ai pas eu d'expérience malheureuse, mais j'ai aussi eu des expériences dingues où, encore une fois, je m'excuse, je vais parler beaucoup. Une autre anecdote. Vas-y. On est au Mexique. On est dans l'état du Tabasco, du nom de la sauce piquante. Et là, on débarque. Je me souviens plus du nom de la ville, mais on débarque dans une ville. C'était une ville universitaire. Et donc, on décide de faire du couchsurfing. Ma compagne, quand je dis on, c'est avec ma compagne Émilie, ma compagne de voyage, ma partner in crime. Compagne de vie, compagne de voyage. Donc on débarque au Mexique, on va dans cette ville dont je me souviens plus du nom, je m'excuse. Et là, on va faire du couchsurfing avec un mec dont le père est professeur à l'université. Donc il nous dit, je suis désolé, j'ai un cours de kung-fu au moment où vous allez arriver. Donc une fois que vous sortez du bus, vous me rejoignez à tel endroit, à tel gymnase. Et ensuite, je termine ma séance de kung-fu et on va chez moi. C'est toujours improbable, les rencontres couchsurfing. Absolument. Parce que les gens, ils vivent leur vie normale. Bah ils vivent leur vie aussi singulière soit-elle. Et en fait, ils nous accueillent dans leur vie à eux, quoi. Et du coup, on va dans ce gymnase, on se rend compte que non seulement donc ce mec mexicain, c'est un enseignant, un instructeur de kung-fu. Et en fait, il enseigne le kung-fu à des gamins de 5-6 ans, et du coup, c'est absolument adorable. Le mec, il s'exprime en espagnol du Mexique, donc il utilise un peu des termes kung-fu, donc des termes chinois aussi, c'est absolument adorable. On se pointe chez lui, donc il vit dans un logement étudiant, donc dans un studio où lui, il dort sur un espèce de lit de camp, une toute petite pièce, et lui, il dort dans la cuisine sur un lit de camp, et nous, il nous invite à dormir sur le sol où il dort habituellement. Donc, il met des couvertures sur le sol, il met une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, les matelas de paille, en fait, que tu utiliseras à la plage. Il met ça sur le sol, et il nous invite à nous coucher là. Et le mec, absolument hyper sympa, enfin, franchement, encore une fois, il nous ouvre sa porte, et il nous invite un peu dans son quotidien. Il nous dit, demain, on va se lever tôt. Comme je suis étudiant ici, je fais partie du club de kayak, donc j'ai accès à des kayaks, donc demain on va faire une balade en kayak sur le fleuve. Super, on a hâte, on va se coucher, et là, au milieu de la nuit, on entend sa voisine qui se met à hurler à la mort. En fait, graduellement, la nuit devient de plus en plus tardive, et en fait, on entend sa voisine se disputer avec son mec probablement, ou avec un mec. Donc on va se coucher, il y a des cris, des hurlements qui nous réveillent, et on entend, encore une fois, en espagnol, et là j'avais un peu un espagnol cassé, mais je comprends que la femme hurle en disant que son compagnon a un couteau, et c'est complètement dingue. Et là, je réveille notre hôte et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va voir? Est-ce que c'est dangereux? Il faut qu'on appelle la police et tout. Le mec me dit, il tend l'oreille, il attend quelques secondes, il me dit, elle fait ça souvent, ou eux, ils font ça souvent, ce couple, ils se disputent souvent. Je l'ai déjà entendu hurler ça, que son compagnon a un couteau. A priori, ça va pas bien dans leur vie. A priori, c'est pas hyper grave. Je suis nerveux de ouf. Avec ma compagne, on est nerveux de ouf. On retourne se coucher. Et là, on se réveille le matin, donc on se réveille à 5h du matin. On se rend compte que, d'une part, on croise la voisine, elle va bien, elle n'est pas assassine, elle n'a pas des coups de couteau ou quoi. Ça nous rassure. Donc il y a ça. Ensuite, on se lève le matin, donc 5h du matin, pour profiter des premiers rayons du soleil. On va au club de kayak où notre hôte est membre. On prend des kayaks, on les met sur le fleuve donc qui traverse la ville. L'eau, elle est super boueuse, c'est un peu la saison des pluies, donc il fait à la fois hyper chaud, hyper humide, et l'eau du fleuve est sur le point de sortir de son lit. Et là, on kiffe, quoi. Encore une fois, c'est toujours ces moments-là où je me rends compte que mon cerveau, plutôt que d'être un peu, de suivre un peu le fil de la rivière, s'arrête un peu et se rend compte que il est au Mexique, au Canada, au Costa Rica, ou tel endroit,
et que je suis en train de faire un truc complètement dingue, simple. Je fais du kayak sur une rivière, mais genre complètement dingue parce que pour venir ici, j'ai fait du stop sur 2000 km avec des camionneurs mexicains, et parce que demain, je sais absolument pas où on va aller. On va prendre un bus pour aller dans un autre endroit absolument féerique. Voilà. Et là, je débranche un peu le cerveau, je me dis, ok, je kiffe la vie. Je mets mes mains dans l'eau est hyper chaude, hyper bonne et tout, absolument boueuse, on voit absolument rien. Et là, je laisse un peu mon regard divaguer, et le fleuve est assez large. Et au milieu du fleuve, il y a un îlot avec un arbre. Et là, je vois un peu on va dire une masse hyper lourde dans l'herbe sur l'îlot. Et au moment où je vois cette masse se mettre à bouger, je demande à mon hôte, je me rends compte qu'encore une fois on est au Mexique, je lui dis, dans cette rivière, il y a des crocodiles. Et lui, il me dit, si, ouais, il y en a. Claro que si. Ouais, il y en a. Et là, je vois cette masse immense, cette espèce de crocodile hyper paresseux, pas qui se jette, mais qui se glisse dans l'eau boueuse et qui disparaît. Et là, je sors mes mains de l'eau et je me remets à pagayer. Franchement, c'était dingue. Tu m'étonnes. Ouais, c'est un peu voilà les risques des coutumes locales, de rencontrer des gens sans forcément. Tu penses les connaître parce qu'on a quand même une culture occidentale assez forte dans le monde, mais en fait non, il y a quand même des disparités. Carrément. Et puis voilà quoi. Moi j'ai pas d'anecdote où j'ai failli mourir, mais j'ai des anecdotes très 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 rigolotes et surtout en fait des rencontres vraiment exceptionnelles qui m'ont marqué. À jamais, hein, que ce soit le couchsurfing aux États-Unis, au Canada ou en République tchèque, pour ma part. Ouais, tu peux en balancer, même si je pense que j'en connais certaines, mais non. C'est un plaisir d'en réécouter. Non, pour moi, on va dire que j'ai très bon souvenir d'une Brésilienne qui m'avait fait rester chez elle pendant une semaine à Richmond, en Virginie, pour un festival de films français et francophones, dans une période de ma vie où j'étais un peu down à cause d'une certaine personne, mais bon, ça, c'est assez récurrent dans ma vie, mais en soi, c'est vraiment, tu t'attends à rien et tu reçois tout, et à ce moment-là, tu peux ne que être tellement reconnaissant. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'avoir des gens chez moi en tant que couchsurfing. Il m'est arrivé d'avoir des gens que j'ai fait dormir chez moi parce qu'ils étaient dans la nécessité. Je pense à un étudiant chinois qui était complètement perdu. Moi, je l'ai fait dormir à la maison. Il a rencontré ma famille et vraiment, je m'en souvenais toujours. Il pensait qu'on faisait la prière à table, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est dingue, c'est intéressant aussi pour eux, pour les étrangers qui viennent en France de la même manière que nous, étrangers, on va dans un autre pays. C'est vrai qu'on s'attend potentiellement à des choses complètement différentes, et au final on est dépaysé, et comme tu dis, parfois on s'attend à rien, et t'as des gens qui nous ouvrent leurs portes, mais qui nous ouvrent aussi un peu une porte sur leur culture. Bien sûr. Et c'est complètement dingue. Là, en l'occurrence, une Brésilienne qui vit aux États-Unis et qui accueille un Français pour un festival francophone de films, c'est génial en fait, ça prête à des discussions complètement dingues, bien et sûr. Ça prête à des expériences complètement dingues aussi, c'est génial. Oui, bien sûr. Après, bon, il y avait ce Canadien qui voulait absolument me pécho, qui voulait que je dorme, d'abord par terre dans sa chambre, puis dans son lit, et qui, au final, finit par me mettre une mauvaise critique parce que j'ai pas couché avec lui. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais bon, ça fait partie de l'aventure et des anecdotes qu'on peut raconter ensuite, quoi. Carrément. Donc voilà. Du coup, t'as déjà raconté un petit peu genre les piliers que t'avais durant tes péripéties en Amérique du Nord, notamment Amérique centrale et Amérique du Nord. Et puis à un moment donné, il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à la maison. Et est-ce que c'était avec regret que tu es retourné sur le continent, ou est-ce que déjà tu avais un projet de faire des études, notamment, est-ce que tu voulais vraiment faire du droit, ou tu étais encore avec l'idée de Sciences Po, est-ce que c'était avec regret que tu t'en allais, sachant qu'en plus tu avais rencontré quelqu'un, ou tu te disais, bon, c'est juste, je suis fatigué, et il est temps peut-être maintenant pour moi de passer à autre chose, entre guillemets, devenir une grande personne? Tu avais cette pression que tu avais avant qui était de retour ou pas? Vas-y, explique.
Alors, je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu à ta question d'avant parce que j'étais un peu, j'ai commencé à balancer mes anecdotes. Mais en fait, on va dire mes piliers, mes valeurs de l'époque, les raisons pour lesquelles je voyageais, c'était rien de plus une envie d'explorer en fait, un Ouais. goût d'exploration. Euh, je voyais des paysages qui étaient magnifiques. J'étais dans des situations cocasses ou des situations complètement dépaysantes que je kiffais. Et c'est tout, en fait. C'était vraiment ça. C'était rien de plus, rien de particulier. Et voilà, donc mon retour en France, la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles je voulais revenir en France. Déjà, même si je faisais quelque chose, en étant à l'étranger, je faisais quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que je délaissais un peu mon côté académique, mon côté casanier, pour un peu faire quelque chose de, ouais, juste de dépaysant. Je me disais quand même, dans un coin de ma tête, je me disais quand même que malgré ça, euh, j'avais rien pour moi. J'avais pas de talent particulier, j'étais pas créatif, j'étais pas très doué de mes 10 doigts, donc encore une fois, ma force, c'était mon intellectuel. Écoutez-le là, il parle comme un charme et il dit qu'il a pas de talent. C'était mon intellectuel, donc c'est-à-dire que je pense que je pensais que, et je pense encore, même si je me soigne, même si je vais mieux, je pensais que la seule manière pour moi d'avoir une carrière, c'était de faire des longues études académiques, d'avoir un diplôme, de choper un boulot et ensuite de vivre de ça. Et donc, encore une fois, c'était un peu retour à la case départ dans le sens où c'est ce que je pensais avant en étant au lycée, en finissant le lycée. Et là, j'étais encore au Canada, mais je voulais revenir en France parce que je considérais que il me fallait un diplôme pour réussir. Encore une fois, c'était mon point de vue à moi. J'avais beau être entouré de gens qui étaient donc à l'étranger, qui étaient étrangers et qui vivaient de voyages plus ou moins bien, qui faisaient de la photo, qui dessinaient, qui étaient des créatifs, ou tout simplement qui étaient un peu les prémices un peu des digital nomades, donc en gros qui vivaient de leur passion. Malgré tout, moi je me disais que je j'ai pas vraiment de passion particulière qui m'anime, pas vraiment de feu intérieur qui m'anime, hormis un goût de l'exploration, et c'est tout quoi. Donc je me suis dit, j'ai envie de revenir en France, j'ai envie d'aller à la fac, j'ai envie de faire un cursus des études longues, et ensuite j'ai envie de choper un diplôme. J'en parle à ma compagne de l'époque, toujours la même d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis de l'époque. À l'époque, j'en parle à ma compagne, elle, donc canadienne, qui a beaucoup voyagé, qui avait la fibre aventureuse. Je lui dis que j'ai envie de revenir en France parce que j'ai envie d'aller à la fac en France, parce que c'est moins cher que au Canada. La fac, encore une fois, est soit gratuite, soit pas Logique. chère en fonction. Euh, elle me dit d'accord, d'accord. Moi, je finis un peu de boucler ce que je dois boucler. Je te rejoins ensuite quelques mois plus tard. Je suis déjà allé en France, mais je sais pas vraiment à quoi ça ressemble plus que ça. Elle me dit qu'elle est déjà allée à Paris. Elle me dit que elle a envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Elle a envie de rencontrer ma famille aussi. Elle a envie de voir à quoi d'autres paysages ressemblent, les Alpes en l'occurrence, d'où Ouais. je viens. Donc voilà, elle dit oui. Mais oui, donc pour répondre à la question, ce qui m'a donné envie de revenir, c'est un peu pas mes vieux démons, mais mes vieilles habitudes et mes vieilles valeurs, selon lesquelles, selon moi, encore une fois, je sais que c'est vraiment personnel, c'est moi, et je sais que beaucoup de personnes pensent ça, mais je sais que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la réussite de la vie, faire des études et avoir un diplôme. Mais moi, je voyais plutôt mes faiblesses et mes forces, et je me suis dit que, ok, mon gros cerveau juteux, il a besoin d'être canalisé à la fac, il a besoin d'avoir un diplôme, il a besoin de ça pour ensuite avoir une carrière. À l'époque, je ne voulais plus faire Sciences Po parce que c'était synonyme de concours et que j'avais absolument pas envie de revenir en France, de me préparer un concours ensuite de le passer. Et donc je me suis dit, je vais faire des études de droit. Pourquoi est-ce que je voulais faire des études de droit? J'ai beau avoir un diplôme de droit maintenant, il faut quand même que je me pose la question, pourquoi est-ce que je voulais faire du droit?
Un sens de la justice, peut-être, un sens voilà, de défendre là, les plus démunis. Oui, mais même pas. Alors oui, parce que je sais ce que c'est, on va dire, du fait de mon expérience personnelle, hein, je peux pas prétendre ce que c'est d'être quelqu'un à qui on a dénié la justice, mais je sais ce que c'est d'être un petit face à un grand, face à un plus grand, face à un peu puissant, face à un plus fort. Je sais ce que c'est d'être démuni, je sais ce que c'est ou du moins je peux comprendre, je peux le ressentir à mon niveau encore une fois. Mais c'est pas forcément un sens de la justice qui a voulu me faire des études de droit. Pour moi, le droit, c'est ce qui structure une société. Il y a d'autres choses, mais c'est ce qui nous fait passer d'une communauté, ou plutôt d'un groupe de personnes à une communauté et ensuite à une société. Et ce sont les règles, et je dis pas les règles, il faut s'arrêter au feu rouge, ou ne faut pas tuer. Je dis plutôt les règles, c'est ça qui vont structurer le fait que on va se parler plutôt que se taper dessus avec un bâton ou qu'on va se flinguer. Même si ça se fait tout de même. Selon moi, c'est la règle de droit, donc pas la loi, mais plutôt la règle de droit, qui fait que on est une communauté de personnes complètement différentes qui vivent ensemble, complètement différentes en termes de religion, en termes de culture, en termes d'éducation, ce genre de choses, mais on vit ensemble tous les jours, on contracte ensemble, on se marie ensemble, on fait des enfants ensemble, on vit ensemble, on travaille ensemble, etc., etc. Et donc pour moi, c'était ça le droit. C'était un peu quelque chose qui nous unissait, qui structurait la société et qui nous faisait vivre ensemble minimum. C'est pas qui nous fait nous aimer, c'est pas qui nous fait nous adorer et construire des choses absolument magnifiques. C'est minimum, c'est ça qui nous fait vivre ensemble. Et comme j'avais vécu à l'étranger, j'adorais les langues, j'adorais parler anglais, j'adorais parler espagnol, j'adorais parler italien. Je me suis dit, mais quand des gens parlent une langue différente, ont des cultures différentes et qui se retrouvent à un même endroit dans un même pays, ils vont devoir suivre la règle de ce pays, ils vont devoir coopérer, ils vont devoir vivre ensemble. Pour moi, c'est ça le droit. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est d'autres choses, c'est la justice, c'est comment dire, la restriction parfois, c'est punir parfois, c'est réhabiliter parfois. Pour moi, c'était un peu une fondation, une structure, un ciment de la société. C'est super intéressant de connaître ta vision sur le droit parce que effectivement, des fois, on peut sembler perdu face genre à ce qu'on peut penser inéluctable dans la société. On peut se dire oui, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que, notamment avec les médias qui nous bourrent la tête, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça devrait pas se passer comme ça? Et au final, tu as un peu anticipé tout ça en allant chercher à la source ces soucis-là en étudiant le droit et qu'est-ce que on peut faire pour vivre ensemble en communauté, c'est super intéressant. Ouais. Je pense que est-ce que tu penses que les voyages t'ont poussé à faire du droit, justement parce que tu as rencontré des gens différents de différents horizons? Ouais, je le pense parce que déjà d'une part de manière personnelle, je viens d'horizons différents, je suis métis, j'ai des cultures différentes, etc. Mais ouais, hein, forcément, en allant voyager, en allant au contact d'autres cultures et en écoutant les histoires des gens que je rencontrais, en partageant mon histoire à moi, je me suis rendu compte que ouais, on est ensemble sur la même planète. Pardon, ça fait un peu idéaliste ce que je dis, mais oui, on est ensemble sur la même planète, on est ensemble dans un même pays, on est ensemble dans une même ville, on est ensemble dans une même maison, et on doit habiter, cohabiter, coopérer, comme je disais, fonder une famille, etc. Enfin, c'est pour moi. En fait, chaque groupe de personnes est un village ou est une société. Au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une ville, au sein d'un pays, au sein d'un continent. Et ouais, pour moi, c'est ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Mais c'est déjà très très bien. On voit un petit peu ton cheminement et pourquoi tu en es arrivé là. Et il se trouve que tu débarques en plus pour faire tes études à une ville qui est absolument représentative de ce qu'on est un petit peu. Montpellier, la Surdouée. Pourquoi on l'appelle la Surdouée? Parce que j'y suis né, évidemment. Non, c'est une blague. Absolument fan. À chaque fois que tu dis ça. Mais j'adore. ouais, Montpellier, en gros, si on résume grossièrement, c'est une ville qui s'est développée extrêmement rapidement dans les années 70-80.
avec le maire de l'époque qui s'appelait Georges Frêche, un maire de gauche, Parti socialiste, et qui est passé du ventre mou des villes françaises à top 10 des villes françaises, voire top 7, top 8 maintenant. Ouais. Et c'est parce que ça s'est développé à travers des gens qui venaient de partout en France et qui voulaient voir un petit peu le soleil. Et c'est devenu en quelque sorte aussi une porte ouverte à la vie étudiante. Donc on se retrouve dans une ville où les gens du Sud ne sont presque plus trop représentés. Il faut aller les chercher au niveau vraiment des vieux, des vieilles personnes. Et on se retrouve avec une ville sans accent. Et en soi, c'est bien, parce que c'est différent. En fait, en vrai, Montpellier est riche, parce qu'elle s'est développée de cette façon. Certains diront que c'est un peu triste par rapport à l'ancien Montpellier qu'ils ont connu à l'époque, mais en fait, on peut le retrouver dans les villages autour, ou même dans les villes autour. Je pense que, par exemple, un Nîmes ou un Béziers est quand même beaucoup plus authentique parfois qu'un Montpellier, qui a, justement, c'est peut-être à développer un petit peu trop vite, et qui continue à se développer très fort. Je pense, ouais. Du coup, Montpellier, parce que c'est une ville étudiante, tu y arrives. Qu'est-ce que tu penses de cette ville-là ? Est-ce que tu as eu un coup de foudre pour cette ville ? Est-ce que tu as trouvé une logique dans cette ville au niveau de tes études ? Comment tu as pu choisir cette ville et comment tu l'as appréhendée après ? Alors, plusieurs choses. Il faut que je structure mes pensées. Déjà, donc je débarque du Canada. Pour la petite histoire, j'arrive au Canada, je fais 1 an au Canada, je passe quelques semaines au Mexique, quelques semaines à Cuba. Et ensuite, après 1 an au Canada et quelques semaines à Cuba, je vais au Mexique pendant plusieurs mois. Je descends le long de l'autoroute Interamericana et je débarque au Costa Rica donc pendant plusieurs mois également. Donc au total, 1 an en Amérique centrale. Je reviens au Canada pour encore un peu plus d'1 an. Et donc ça fait plus de 3 ans, presque 4 ans, sans revenir en France. Presque 4 ans sans revoir ma famille, revoir mes parents, à part leur parler sur Skype ou au téléphone. Où donc je rate des mariages de mes cousines, je rate des anniversaires importants, les 80 ans de mon grand-père par exemple, ce genre de choses. Donc des événements importants. Personne m'en tient rigueur parce que les gens savent que je suis à l'étranger et que, encore une fois, je kiffe et que j'ai pas forcément les moyens de revenir. Mais toujours est-il que c'est presque 4 ans sans revenir en France, donc et c'est pas comme si je lis Le Monde tous les jours, je sais pas vraiment ce qui se passe en France et je m'en fiche parce que je sais que tout va bien, je sais que ma famille va bien, c'est le plus important. Et donc c'est 4 ans où quand je reviens en France, c'est quand même un dépaysement mais inverse. Ouais. C'est-à-dire que je reviens en France, tout le monde a des smartphones, tout le monde a des smartphones avec le grand écran et tout, alors que quand je suis parti, les gens avaient encore les claviers en fait. C'est un exemple tout bête, mais c'est vraiment ça. Et donc je reviens en France. D'ailleurs, je reviens à Grenoble. Je choisis de revenir à Grenoble parce que c'est la ville la plus proche de mon village, on va dire, où il y a une fac. Je fais 1 an de fac là-bas où je décroche mais complètement, je redouble. J'arrive sur les bancs de la fac, alors que j'ai passé 4 ans à vadrouiller, à voyager, et à bosser. Et là, je dois utiliser mon cerveau, je me fais tester, je dois étudier, il y a des partiels, il y a des examens. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile pour moi, même si encore une fois, c'est académique, et donc je suis, on va dire, dans mon élément. Non, pendant la première année, je suis absolument pas dans mon élément. Ce qui est logique, c'est que tu étais en transition. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Là, c'est vraiment le moment où je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Mais qu'est-ce que je suis censé faire d'autre ? Je redouble. Et on va dire que je recommence à zéro. Cet été-là, il me reste quelques milliers de dollars canadiens dans mon compte en banque. Et donc, je décide de partir faire un voyage, un petit backpack trip à travers l'Europe, en commençant par l'Angleterre. On va à un concert en Angleterre, on va voir des potes à Bristol, et ensuite on va à un concert à Londres. On dort à l'aéroport de Gatwick, et ensuite on prend l'avion jusqu'à en Finlande. Et là, en Finlande, on voyage en Finlande. On prend le ferry de la Finlande à l'Estonie, et on commence en Europe continentale, c'est-à-dire qu'on voyage en Estonie, en Lettonie, en Lituanie,
en Pologne, et en République tchèque, ou en Slovaquie d'abord et ensuite en République tchèque, ensuite en Allemagne, ensuite en Suisse, et ensuite retour en France. Donc ça, c'est pendant l'été. À la rentrée, en septembre, ma compagne a envie de voir autre chose que Grenoble. Je rigole parce qu'en fait, elle me dit que quand même, il a fait froid à Grenoble l'hiver dernier. Ce qui est un comble, puisqu'elle est canadienne. C'est un comble puisqu'elle est canadienne. Mais voilà, elle me dit, il a quand même fait froid dans les Alpes. Est-ce on va pas aller voir autre chose? Je regarde un peu sur la carte, je regarde Montpellier. Je crois que à l'époque, je suis jamais allé à Montpellier. Je suis allé aux alentours, c'est-à-dire dans les Cévennes, en Ardèche, et vraiment dans les alentours, mais à quelques dizaines, presque centaines de kilomètres. Je suis déjà allé au Gros-du-Roi pendant les vacances quand j'étais gamin, mais j'ai jamais mis les pieds à Montpellier. Je me suis dit, why not? Why not Montpellier? À cette époque-là, je sais même pas à quel point la fac de droit de Montpellier a bonne réputation, parce que je m'en fous, mais il se trouve que c'est une fac historique, qui a très bonne réputation, etc., où c'est très difficile d'avoir un diplôme. Je m'en fous, parce que ce que je veux, c'est être à Montpellier, être avec ma compagne, visiter un nouvel endroit, etc., etc. On débarque à Montpellier, et donc voilà, j'avais vraiment pas d'a priori sur Montpellier, à part que c'était le sud de la France, donc c'est différent, donc c'est pas les Alpes, donc voilà, donc ci, donc ça. On débarque à Montpellier, et en fait, et c'est rigolo parce que c'est un peu nostalgique, un peu nostalgique, et c'est un peu comme une déclaration d'amour que je te fais à toi. Mais pour moi, quand j'arrive à Montpellier, comme tu es une des premières personnes que je rencontre, pour moi, mon Montpellier, c'est toi. Dans le sens où... dans le sens où je débarque à Montpellier, je te rencontre, et toi, Montpelliérain, enfin né à Montpellier, sudiste montpelliérain, tu es quand même une personne qui est hyper internationale. C'est-à-dire que à l'époque, tu as envie de voyager, et donc dans les années qui suivent, tu voyages, tu finiras par voyager, mais à l'époque, tu rencontres, tu gravites autour énormément d'internationaux. Et donc, tu as ce côté, mec qui est né ici, donc pur sang, pur jus, montpelliérain, mais en même temps qui parle anglais, qui est hyper intéressé par le cinéma lusophone, par la culture espagnole, par des trucs complètement différents, tu vois. Et du coup, pour moi, ce sera ça, mon expérience montpelliéraine, c'est que je te rencontre et donc tu gravites autour d'énormément d'internationaux, et aussi donc tu m'en fais rencontrer, et du fait de mon expérience personnelle, parce que ma compagne est canadienne, et donc parce qu'on vient du Canada et donc d'un pays anglophone, forcément on parle anglais dans la rue, on rencontre d'autres anglophones américains, etc., etc., avec qui on commence à parler, et on crée notre groupe d'amis, et toi, tu es inclus dans ce groupe d'amis, et tu m'inclus dans ton groupe d'amis, et du coup, notre groupe d'amis, ça devient notre groupe d'amis, donc plein d'internationaux. Et en fait, ce sera ça mon expérience montpelliéraine, c'est-à-dire que ce sera une ville du Sud, une ville qui, Montpellier, c'est le Sud, mais c'est pas la Provence, c'est pas Marseille, c'est pas Nice, et les étrangers, quand ils viennent dans le sud de la France, ils pensent que le Sud, c'est seulement Nice. À la limite, ils pensent que le Sud, c'est la Provence, c'est Champs-de-Mars, etc. Mais Montpellier, c'est la ville qui est un peu, que les gens ne connaissent pas, et quand ils viennent ici, ils se rendent compte à quel point c'est international. Le hidden gem. Ouais, exactement, c'est vraiment exactement ça. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est une ville qui est absolument magnifique, où il fait bon vivre, qui est petite, c'est pas immense comme Marseille, c'est pas poche ou guindé comme Nice, c'est une ville où les gens vivent, où les gens travaillent, où les gens vivent leur vie, c'est vraiment pas touristique, hormis pendant l'été, mais c'est pas vraiment sa qualité première, ou sa fonction première, c'est pas d'être touristique, c'est d'être une ville où les gens vivent leur vie, où les gens travaillent. Et du coup, je débarque là, et je me rends compte à quel point Montpellier, ça peut être international. Je pense qu'il y a des gens, ils peuvent vivre à Montpellier, ils vont être francophones, ils auront leur groupe d'amis français, francophones, potentiellement de Montpellier ou non. Je pense qu'ils n'auront jamais l'occasion de parler anglais ou de parler une autre langue. C'est possible. Bien sûr. Nous, on débarque, on parle anglais, je te rencontre toi, français, mais aussi avec la fibre internationale, et du coup, je pense qu'il se passe pas une semaine
où on parle pas un mot d'anglais avec nos amis. Bien sûr. Du coup, c'est ça qui est incroyable, c'est que en fait, on vivait un peu des vies parallèles différentes avec d'autres personnes qui habitent à Montpellier. On habite dans la même ville, mais nous, on vit des vies qui sont internationales. Et c'est ça qui était cool, en fait. Ouais. Qui est toujours cool. Oui, Montpellier, c'est une ville vraiment super intéressante. Parfois, c'est difficile parce que moi, comme tu l'as dit, j'ai un peu les deux sons de cloche. J'ai le côté international et le côté un peu authentique. Et je me suis rendu compte que maintenant, à part si j'étais avec ma famille, j'avais plus trop le côté authentique. Et ce qui fait que cette sensation bizarre d'être à la maison, mais d'être ailleurs en même temps. D'accord. Genre, clairement, c'est difficile de se sentir compris quand tu es un vrai Montpelliérain au sein de Montpellier. Si tu commences à overthink, à trop penser, tu peux te dire waouh, qu'est-ce que je fais là, tous les autres Montpelliérains sont partis et moi je suis au milieu comme ça, comme un con. Mais après, je pense qu'il y a aussi cette logique, c'est que moi aussi je suis un peu un voyageur dans l'âme. Et donc, du coup, je suis un peu aussi dans mon élément. Donc, il y a ce côté un peu tiraillé à ce niveau-là, moi, d'amour-haine de cette ville. Mais évidemment, c'est la ville de ma vie, de mon cœur. J'ai eu des moments charnières dans cette ville, notamment te rencontrer, qui a été un moment charnière grâce à Mary, qui était une américaine, qui a été vraiment très importante dans ma vie aussi. Hein. À Mary. Mary. Ouais. Mais du coup, donc, quand tu pars, parce qu'en général, quand tu pars de Montpellier, que tu montes à Paris, ou quand tu es allé aux États-Unis, ou en République tchèque, ou en Irlande, ou en Finlande aussi, tu y pars pendant très longtemps. Tu pars de Montpellier pendant très longtemps, et on a l'impression que c'est pas que t'en as marre de la ville, mais c'est que t'as envie d'aller voir ailleurs. Mais en général, tu pars de Montpellier pour mieux y revenir après, parce que tu reviens dans ta base avec ta famille, avec tes amis. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, Montpellier, je pense que tu sais, c'est comme un membre de ta famille, tu vois. À Montpellier, c'est tu l'aimes, tu l'aimes, tu peux tout donner, mais t'as besoin de liberté en fait. C'est clairement ça. Et du coup, c'est vraiment une relation de couple que j'ai avec cette ville. C'est des fois on s'adore, des fois on se déchire, mais au final on s'aime tellement que je finis par y retourner, quoi. C'est beau, ça. Là, je suis dans ma période, ça va un peu mieux avec Montpellier. Mais on se rabiboche un peu, à un moment donné. Combien de temps ça durera, ça je ne sais pas. Mais voilà, quoi. Du coup, tu choisis Montpellier, tu y fais tes études, tu y construis en quelque sorte ta vie de grande personne, un peu. Est-ce que tu penses que tu as fait un peu le tour de ton côté? Est-ce que tu te verrais encore vivre ici si tu en avais l'occasion? Parce que là, on parle, mais on sait entre nous deux que tu as des opportunités ailleurs, dans le sud. C'est ça. Alors, est-ce que tu es heureux de cette opportunité, évidemment, de travail, mais qu'est-ce que tu en penses aussi vis-à-vis de la ville? C'est vrai que c'est intéressant, encore une fois, cette question et ce moment-là, ce podcast, ça me donne vraiment l'occasion de me remémorer, un peu de m'arrêter, de me poser la question, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je vais. Total exclu, dans quelques jours, la semaine prochaine, je pars à La Ciotat pour commencer un boulot de juriste dans les énergies renouvelables. Je suis très heureux de commencer ce travail. Le domaine me plaît absolument. Quitter Montpellier. Alors, ma vie à Montpellier était vraiment cool. J'ai fait de longues études à Montpellier, j'ai tellement galéré, j'ai redoublé, ça m'a pris du temps pour choper mes diplômes de juriste, master 1, master 2, etc. Et donc, j'ai vécu ma vie à Montpellier en tant qu'étudiant sans le sou. Du coup, j'ai l'impression que j'en ai pas vraiment profité. J'étais pas. Et je veux dire, si j'avais eu des sous, si j'avais été un étudiant aisé, c'est difficile à concevoir. Mais si j'avais été un étudiant aisé, c'est pas comme si j'allais dépenser mon argent dans les bars et voilà. Mais ce que je veux dire, à d'autres, pas à nous. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai cette impression d'avoir adoré Montpellier, d'avoir profité de Montpellier, mais en même temps, est-ce que j'en ai profité autant que j'aurais dû ou autant que j'aurais pu? Je ne pense pas. Et c'est pas grave parce que je pars à La Ciotat, donc après Marseille, donc je ne pars pas très loin, et forcément Montpellier aura toujours une place particulière dans mon cœur, et j'y reviendrai avec plaisir. Donc non, j'ai pas fait le tour de Montpellier. Oui, je suis content d'en partir parce que pour moi, ça fait partie un peu de ce cheminement où je veux dire, tous les étés à Montpellier, j'avais beau étudier à Montpellier, tous les étés, je partais à l'étranger.
je n'ai pas passé un été à Montpellier. Le premier été que j'ai passé à Montpellier, en arrivant à Montpellier en 2013 ou 2014, le premier été que j'ai passé à Montpellier, c'était en 2020. Donc tous les étés, je partais au Canada, je partais en Espagne, pas en Espagne, en Italie, pardon. Je partais en Écosse pour travailler, pour renflouer les caisses et pour en fait gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre en tant qu'étudiant pauvre sans le sou le reste de l'année. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment ces deux dernières années ou ces deux derniers étés où j'ai profité de Montpellier pendant l'été. Donc il y avait tout un pan de Montpellier que je connaissais pas, le Montpellier pendant l'été, ce qui est complètement... Toi-même tu sais que la vibe est différente, c'est quand même complètement différent. Complètement différent. Vivre à Montpellier pendant le reste de l'année, c'est génial parce que il fait beau, le soleil brille presque tout le temps, et c'est vraiment agréable d'y vivre. Toi qui as vécu en Finlande, je pense que tu sais ce que c'est que quand le soleil ne brille pas, ou brille peu, mais c'est vraiment... ouais, donc c'est une ville où il fait très bon vivre toute l'année, mais l'été, c'est encore différent. Il y a des touristes qui expérimentent cette Dolce Vita montpelliéraine, où ils voient autour d'eux non pas des milliers d'autres touristes, mais des Montpelliérains ou des gens qui vivent à Montpellier et qui vivent leur vie, encore une fois. Enfin, pour eux, c'est comme... J'ai l'impression que pour ces touristes-là, c'est comme si ils vivaient aussi cette vie comment dire, occitane. C'est pas comme si on était appelé à El Carmen au Mexique, où t'es américain, tu débarques là-bas, tu te rends compte que les gens autour de toi, ils sont tous américains, tous canadiens, quoi. Là, tu débarques à Montpellier, tu te rends compte que les gens autour de toi, ils ont beau être soit étrangers, soit français, mais d'autres contrées, ou soit montpelliérains, mais quand même, ils vivent cette vie. Ils vivent cette vie montpelliéraine, ils travaillent, donc pendant quelques jours ou pendant quelques semaines, ces touristes-là sont vraiment immergés dans une vie, dans un style de vie, dans une douceur de vivre occitane. L'Occitanie, on a mis le sud en bouteille, pas le sel. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vraiment génial d'avoir ton point de vue, et je suis vraiment heureux de pouvoir t'inviter sur ce podcast, de faire en quelque sorte un petit bilan, hein, que ce soit à la fois de ta vie à Montpellier, mais aussi un peu notre amitié, parce que en fait ma vie d'adulte à Montpellier, ça passe aussi par toi, hein, soyons honnêtes, ça passe par tous les gens que j'ai rencontrés, mes amis qui m'ont beaucoup influencé. Je pense que sans toi, sans Mary, sans Emily, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage d'entreprendre des parcours comme je l'ai fait. En fait, on parlait du fait que j'ai voyagé, mais j'ai aussi fait 1 an d'études à l'étranger, aux États-Unis. Et ce qui était vraiment super intéressant, ce qui en soi était pas forcément la meilleure chose qui me soit arrivée, mais qui était quand même très intéressant. Et du coup, en fait, les désillusions en fait, font aussi partie de ce parcours. En soi, tu vois, par exemple, maintenant, je me dis, j'ai le travel bug, le virus du voyage, je l'ai plus autant qu'avant, parce que d'une part, évidemment, Montpellier me va en soi, et que je peux me nourrir, en fait, de me nourrir d'inspiration, de passion, d'exploration à travers beaucoup d'autres choses, quoi. Il y a encore cette relation parfois problématique avec la ville de Montpellier, qui me donne envie parfois de fuir, hein, c'est un peu l'idée aussi. Mais bon, je pense qu'il faut pas fuir ces problèmes, il faut juste les confronter, et je peux très bien rester à Montpellier et puis partir l'été comme tu le fais, ou partir à des moments enfin, quand j'en ai l'opportunité. Voilà, on verra. La vie est faite parfois de choses impromptues. Toi-même, tu ne savais pas que tu allais aller à La Ciotat avant quelques mois déjà. Tu as dit que tu étais intéressé par notamment le développement durable. Que c'est un peu ce qui t'a spécialisé, enfin la filière dont tu spécialisé en droit, même si à la base il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient, telles que l'intelligence artificielle, je pense notamment. Qu'est-ce que tu penses de ça, et par rapport à l'habitat et aussi aux enjeux? Alors c'est une question très très large, hein, puisque là on a parlé de voyage, on a parlé de quand est-ce qu'on doit se poser, et le développement durable c'est vraiment quelque chose du quotidien aussi. Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de cette idée de voyage, comment ça se corrèle avec le développement durable, et
d'une manière un peu plus mineure l'habitat en général, quoi. J'ai cru que tu allais poser les vraies questions, que tu allais me demander qu'est-ce que tu penses du greenwashing. Je me suis cru devant Non, chez Cyril Hanouna. On sait tous que le greenwashing, voilà, tu es un défenseur du greenwashing. Je plaisante. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? C'est intéressant. C'est intéressant parce que Sans aller trop profond. ouais, je vais essayer de un peu de pas trop parler, de pas trop parloter. Donc, je commence un boulot de juriste dans les énergies renouvelables. Ma dernière année de fac était, je bossais pour une entreprise, peut-être que je ne devrais pas donner le nom, mais je bossais pour une entreprise où je faisais mon alternance, pareil, dans les énergies renouvelables. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Alors, pour en revenir au droit, j'aime le droit, je voulais être juriste, je voulais pas forcément être avocat parce que je laisse le fait d'être avocat en droit pénal ou en droit de la famille à ceux qui ont vraiment cette passion-là, ce feu intérieur. Moi, je l'avais pas forcément. Ok, je voulais faire des études de droit, mais je savais aussi que j'avais pas forcément ce feu qui me donnerait l'envie, la passion de devenir avocat pénaliste, porter la robe, défendre des innocents devant des grands procès hyper médiatisés. Ok, je respecte ça, mais je laisse aussi ce métier-là à ceux qui ont la passion, le feu intérieur. En l'occurrence, je voulais juste être juriste, bosser pour une boîte, pour une association, les aider, être un peu un technicien. Hein. C'est-à-dire que on vient me poser une question, j'y réponds, et ensuite on collabore au sein d'un projet. Je voulais faire partie d'un projet commun, en fait. Et tout ça pour dire que je débarque donc dans cette entreprise en énergie renouvelable. Autour de moi, je suis un des seuls juristes, on est genre 3 juristes, mais autour de moi, il y a que des ingénieurs, il y a des ingénieurs donc en énergie renouvelable, des ingénieurs en mécanique éolienne, en électricité en panneaux solaires, etc. Donc c'est que des gens techniciens, un peu avec la fibre technique, des opérationnels, et qui croient absolument ce qu'ils font. C'est des gens qui viennent en vélo, ou qui viennent en voiture électrique, ou qui viennent en voiture hybride, ou qui viennent en transport en commun, mais qui travaillent, qui œuvrent pour construire des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales hydroélectriques, des centrales biogaz, pour qu'on ne dépende plus, ou plutôt qu'on dépende moins des énergies fossiles. Et moi, au début, j'étais hyper sceptique en me disant, ok, est-ce que ça va être du greenwashing? Est-ce que je vais faire ça à zéro sens? Est-ce que ça va être l'équivalent de bosser dans la finance ou bosser dans l'industrie agroalimentaire? Est-ce que je vais être un pion ou quoi? Au final, bon, je commence ma carrière, donc je ne veux pas prétendre que ce que je fais, c'est je suis un ange, etc. Parce que il faut bien remplir le frigo. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait et les gens avec qui j'ai travaillé et ce que je souhaite faire dans mon prochain travail et les gens avec qui je vais travailler, pour moi, ça a un sens qui est le mien, qui correspond à mes valeurs en termes de développement durable. Mais je peux dire que je suis content de travailler. J'étais content de travailler pour cette entreprise-là, dans ce domaine-là. Je suis content de continuer de travailler pour une entreprise qui est bien plus petite dans le même domaine. Et pour moi, c'est ça, en fait. Je pense que toi et moi, on est des gens qui dépensent, on le disait, on dépense pas beaucoup d'argent, on est à la fois pas trop dépensier, mais on est à la fois, on ne gâche pas, je veux dire, tu conduis la même voiture depuis le tout début. Increvable. La Twingo. T'es quelqu'un qui voyage de manière saine, sans dépenser trop. Voilà, on essaye, on fait notre mieux à notre propre échelle. Déjà avoir conscience de ça, c'est déjà faire la moitié du chemin, quoi. Et je sais qu'en ce moment, il y a un peu une espèce de polémique qui émane un peu des médias, mais bon, c'est une polémique qui est quand même légitime sur l'avion, sur le coût environnemental du fait de prendre l'avion. Est-ce qu'on devrait prendre l'avion? Est-ce on devrait tous se déplacer en char à voile? Est-ce que je peux retourner au Canada en char à voile? Mais bon, voilà, c'est toujours est-il que c'est une question qui se pose pour nous voyageurs. Est-ce que il y a une manière différente de voyager? Est-ce que à l'avenir, quand on aura une famille, on sera un peu plus, on aura une empreinte carbone un peu plus grosse, un peu plus importante? Est-ce que on devra voyager de manière différente? Je considère, et je pense que c'est la même chose pour toi, je considère on fait de notre mieux, on a fait notre mieux dans la manière dont on a voyagé, dans la manière dont on dépense
et la manière dont on use de cette empreinte carbone. On peut faire mieux, mais je pense que jusqu'à présent, voilà, on n'est pas dépensier, on s'en sort bien. Inch'Allah. Non, mais il a raison. On essaye de faire de notre mieux, et puis il y a des choses qui nous dépassent un peu. Ouais. Il y a des choses qui nous dépassent, et puis nous, ce qu'on a à faire, c'est de travailler au quotidien, contribuer notre pierre à l'édifice, essayer d'influencer les gens pour que ça se passe au mieux, en espérant que on puisse continuer à voyager, parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qui nous fait grandir, qui nous a fait grandir, qui continuera à nous faire grandir, que l'on puisse le faire de manière plus raisonnée et plus respectueuse à la fois, évidemment, de l'environnement et par ricochet des individuels, des gens, en fait, en général, quoi. Et je pense que le fait le fait qu'on ait voyagé, le fait qu'on ait rencontré d'autres personnes, enfin, je veux dire, quand toi, tu as vu des paysages américains, des paysages de nature finlandaise ou tous les pays dans lesquels tu es allé, tu as vu des paysages magnifiques, tu as rencontré des gens géniaux. Enfin, on se dit que c'est des choses, c'est des moments, c'est des paysages, c'est des expériences qu'on doit préserver. Donc, on doit préserver de la manière, pas forcément en voyageant, mais de la manière dont on vit nos vies, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs. On doit vivre de manière sobre, privilégier peut-être des jolies expériences, des jolis paysages, plutôt que la dernière voiture ou le dernier ordinateur ou le dernier téléphone portable hors de prix. Je pense que ça nous a fait prendre conscience, enfin je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour toi, ça nous a fait prendre conscience de à quel point les paysages dans lesquels on évolue sont fragiles, sont magnifiques maintenant, mais peuvent se détériorer très rapidement du fait de l'empreinte humaine. Et du coup, à quel point les expériences humaines qu'on a avec les gens également peuvent se détériorer très rapidement du fait de notre empreinte humaine. Ouais. En revenant sur des thèmes qu'on a déjà abordés dans l'émission, je pense que par exemple, une ville qui s'est développée aussi rapidement que Montpellier, évidemment, quand on fait ce genre de choses, il y a toujours un petit peu de la casse, on va dire. Par exemple, il y a très peu de temps, Montpellier n'était absolument pas une ville où on pouvait faire du vélo. Il se trouve que le nouveau maire, il a improvisé des pistes de vélo, et puis même si on s'en s'est plaint au début, on se rend compte que c'est pas si mal et que on peut s'adapter, quoi. Ouais. Pardon de te couper, c'est ça que je voulais te demander, c'est en tant que Montpelliérain pur jus, mais en même temps quelqu'un qui a beaucoup voyagé, est-ce que tu es inquiet de peut-être dans quelques années de revenir à Montpellier? Est-ce que tu aimerais rester à Montpellier pour les prochaines décennies, ou est-ce que tu as l'impression que la ville évolue tellement qu'à un moment donné, elle ne va plus te correspondre? Est-ce que c'est une peur ou une inquiétude que tu as? Évidemment, on aura toujours ce genre d'inquiétude, mais après, c'est mon rôle aussi que de de contribuer à ce que la ville évolue d'une manière saine, entre guillemets. En soi, en vérité, je suis assez étonné de ce que le nouveau maire a pu faire. Je dis pas que je suis d'accord avec tout, mais par exemple, les nouveaux quartiers de Montpellier, même s'ils n'ont rien à voir avec le Montpellier originel, que l'on retrouve vraiment au centre-ville, l'Écusson, qui est vraiment genre une nouvelle ville dans la ville, je trouve que c'est pas aberrant en soi. Je pense que, tu vois, c'est vraiment... Ça peut sembler bobo, ça peut sembler cher, ça peut sembler... Il y a encore pas beaucoup de voitures à Montpellier, mais on voit de plus en plus de vélos, on voit de plus en plus de trocs, on voit de plus en plus de gens qui se réunissent sur les pelouses pour faire par exemple des cours de yoga ou ce genre de choses. Montpellier évolue de manière plutôt logique et rassurante pour l'instant. On espère que ça continue. Et après, c'est comme dans tout, en fait. C'est l'énergie que tu vas donner à la personne, tu vas essayer de l'influencer. Tu vas essayer de l'influencer pour que ça se passe au mieux. Hein. C'est comme dans les relations, en fait. Parfois, on ne comprend pas ce qu'une personne pense ou pourquoi elle agit de telle façon, mais c'est parce qu'elle a l'espoir que cette personne a l'espoir que tu comprennes un jour pourquoi tu fais ça. Donc voilà, c'est tout, enfin comme une relation normale. Après, on parle de Montpellier, mais on peut en parler à l'échelle de la France également. Hein. On peut les parler à l'échelle de la France, à l'échelle du monde, à l'échelle
de beaucoup de choses, quoi. C'est tout. C'est vraiment essayer de faire de son mieux de notre côté et espérer que the good vibes spread. Voilà, c'est tout. Hein. Je ne saurais que te dire, Fabrice. J'adore discuter avec toi. Tu es vraiment un super pote. Et chaque fois, évidemment, tu me manques quand tu pars, mais on sait qu'à chaque fois qu'on se retrouve, voilà, c'est comme si on ne s'était jamais quitté à un moment donné. C'est ça qui est agréable. C'est ça qui est agréable et c'est ça qui... Ouais, en fait, c'est ça qui nous fait nous rendre compte qu'on est de retour à la maison aussi, qu'on est de retour dans un endroit familier. Oui. C'est les expériences, c'est les gens, c'est... au-delà de la maison dans laquelle on vit ou l'appartement dans lequel on vit, c'est aussi les gens qui nous font nous rendre compte qu'on est de retour à la maison. Exactement. Ouais. Je perds ma voix. C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion, je perds ma voix. Non, la vérité, c'est que tu as complètement raison. C'est que on avait cette insécurité de l'argent, mais j'ai pas envie de parler de dicton communiste, mais la propriété, c'est du vol. À qui appartient la terre? Exactement. C'est pas quelque chose qu'on amène dans notre tombe. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as des musiques qui t'ont inspiré ce thème? Est-ce que ce thème t'a inspiré des musiques ou des films t'ont inspiré sur ce thème-là? Alors, il y a un bouquin qui m'a pas mal suivi avant que je voyage et pendant que je voyage et même maintenant, qui m'a vraiment inspiré, que j'ai lu quand j'étais gamin et auquel je pense souvent, qui est vraiment, c'est même pas un bouquin de voyage ou quoi. C'est un bouquin qui s'appelle Mr. Vertigo de Paul Auster. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune gamin de St. Louis, Missouri, donc dans les années Prohibition, donc fin des années 20 ou fin des années 10, début des années 20, et même donc pendant la Prohibition. Et donc c'est un gamin qui naît orphelin, sans le sou, etc. Un jour, qui rencontre un vieux maître européen, je crois hongrois, juif hongrois. Et ce maître, déjà lui demande, c'est un vieux monsieur qui demande à ce gamin, Walt, de l'appeler maître, et qui lui dit qu'il va le sortir de la misère et qu'il va il va lui apprendre à voler. Non pas à voler des richesses, oui, mais à voler comme un oiseau. Et c'est une histoire qui est complètement improbable, donc l'histoire d'un gamin qui vient des tréfonds de la banlieue ou du centre-ville crasseux de St. Louis, Missouri, et qui se met à voyager de manière itinérante avec ce vieux maître juif hongrois qui lui apprend à voler comme un oiseau. Et donc c'est pendant une période qui est très difficile pour les États-Unis, donc pendant la période de la Prohibition, donc après la dépression. Et ça n'a rien à voir avec le voyage, mais pour moi c'est plus une espèce de voyage initiatique avec énormément de moments difficiles, avec également énormément de beaux moments, et je vous rassure, j'ai eu plus de beaux moments que de moments difficiles au cours de ma vie. Mais c'est juste pour le côté un peu épopée, grandiose, dans un monde qui change très rapidement et où on est forcé de changer rapidement, en même temps de garder la tête hors de l'eau, d'évoluer, et c'est vraiment c'est un très bon roman. Voilà. C'est génial, je ne connaissais absolument pas, hein, ouais. Comme quoi on continue à découvrir. Hein. Pour moi, Vertigo, c'était un film d'Hitchcock, mais c'est génial. Est-ce que tu as une musique qui t'inspire à travers tout ça ou... Oui, également. Alors, je pense à... le guitariste, le chanteur-guitariste José González. Je crois qu'il est suédois, chiléen, ou un truc comme ça, chilien. Un mélange un peu improbable. Et il y a cette chanson qui s'appelle Far Away, que j'adore, qui est vraiment magnifique, et qui est sur le thème de partir très loin, pour soit mieux revenir, soit rester très loin. Et quand on part très loin, forcément, l'endroit où on arrive, ça devient la maison, ça devient un endroit familier. Donc c'est un peu une question de perception, dans le sens où on est à notre point de départ, on veut partir loin, très loin, on a l'impression que c'est le bout du monde, et une fois qu'on arrive au bout du monde, le bout du monde devient notre endroit familier. Et potentiellement, la maison devient cet endroit qui est très loin, qu'on a quitté. Et voilà, donc c'est juste ça. C'est beau, c'est beau. Je pense que, franchement, ça résume un peu cette idée de saudade, ce terme un peu,
voilà, ce sentiment nostalgique que, voilà, que quelque chose est proche et si loin à la fois. On l'a perdu, mais à la fois, ça nous a rendus heureux. C'est... On évolue, quoi. On évolue et on veut juste que les gens soient compréhensifs et caring, c'est-à-dire qu'ils prennent soin d'eux. Voilà. On aimerait bien que le monde soit comme ça. Mais bon, est-ce que le monde serait pas plus chiant s'il n'y avait pas de crime? On part sur des débats. Non, en vérité... Écoute, j'ai adoré cette conversation qu'on a eue, Fabrice. C'est un vrai plaisir d'être là, merci. C'est à chaque fois un plaisir de te parler, je l'avais déjà dit. Et d'où on va se retrouver bientôt pour une prochaine émission de Esquisse et Saudade. Fabrice a été un superbe invité et c'était quelqu'un que je voulais absolument inviter puisqu'il a beaucoup de choses à raconter. Et même là, il n'a pas tout dit. Donc peut-être que dans 10 ans, je le réinviterai si ce podcast existe encore. Avec plaisir. On aura beaucoup de choses à raconter. D'ici là, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous avez apprécié le podcast et j'espère qu'il vous a inspiré. Et on se retrouve bientôt le mois prochain. La bonne bise. Bon vent à tous. Step in front of a runaway train just to feel alive again, pushing forward through the night, aching chest and blurry sight. It's so far away. It's so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far away. It's so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating a mess. Chest and lower side, aching chest and lower side.
side. Hey,